Bonjour tout le monde, merci d'être venu en si grand nombre, je ne m'attendais pas à autant de personnes. Je vais parler effectivement du travail de la sous-traitance des risques auprès des salariés d'agence. Je vais parler aussi de la sous-traitance de manière un peu plus générale. La présentation, j'espère vous parler d'une cinquantaine de minutes pour garder au moins une demi-heure de discussion. Et au cas où, rendu 50 minutes plus tard, vous êtes fatigué, je vais vous répondre tout de suite à ma question. La réponse est oui. Il y a structurellement dans nos régimes d'indemnisation et particulièrement dans les catégories, les règles de financement de notre régime, que ce soit le régime québécois ou le régime ontarien, il y a un risque qu'on encourage les entreprises à sous-traiter les risques auprès des salariés d'agence. Et on va essayer de voir le plus en détail possible les mécanismes. J'ai pris connaissance ce matin de la liste des personnes présentes et je constate qu'il y a au moins un avocat. Ceci dit, je n'axe pas la présentation pour les juristes. Alors, j'imagine que les médecins vont être contents de ça. Mais de ce fait, si vous voulez, la technique qui sous-tend ce que je vous dis, il y a des publications, il y a une dizaine de diapos listant les publications qui sont l'assise de la présentation aujourd'hui. Et les gens qui cherchent la jurisprudence et tout ça, ben, vous allez pouvoir consulter les publications par la suite. Alors, au niveau du preneur de présentation, je vais avoir quelques diapos sur la conceptualisation du travail précaire pour situer les agences et le travail auprès des sous-traitants dans la grande littérature sur le travail précaire. Ensuite, on regarde la littérature internationale et canadienne sur les risques pour la santé du travail précaire comme tel et plus particulièrement des travails auprès des agences de travail temporaire. IAPT, c'est les agences et je vais parler, lorsque je parle d'agence, je parle de l'industrie des agences de placement, la location de personnel comme tel. C'est spécifiquement la location de personnel par une agence auprès d'une entreprise client lorsqu'on parle d'agence aujourd'hui. Les deux lois que je regarde, c'est la loi sur la santé et sécurité du travail qui assure en principe la protection des travailleurs et ensuite la loi sur l'indemnisation, la loi sur les accidents de travail, les maladies professionnelles qui assure une indemnisation aux personnes qui se blessent et qui sont victimes de lésions professionnelles. Et on va finir avec des pistes de solutions. Vous allez constater que j'ai probablement sauté des diapos parce qu'on m'a demandé aussi des diapos qui resteront sur un site web à long terme alors, avec la formulation exacte des citations et tout ça. Alors, inquiétez-vous pas, normalement, on devrait être bon pour le temps. Et lorsque je saute, c'est intentionnel. Alors, il y a une littérature très importante sur la précarité d'emploi, le travail précaire, precarious employment dans la littérature anglophone. Alors, la littérature sur la précarité d'emploi comprend aussi, vous m'entendez toujours là? Hein? Oui. OK. On galvaude le terme de travail précaire, precarious employment, et c'est pour ça que je m'attarde un peu avec vous là-dessus. Ma présentation se situe dans la zone bleue, mais il y a l'OIT, l'Organisation internationale du travail, parle du travail décent, l'importance de garantir à tous un travail décent, et ce qui se juxtapose à des mauvais emplois, bad jobs. Et ça, c'est vraiment, on peut être à temps plein chez McDo, 40 heures par semaine pendant 52 semaines. C'est un travail dit permanent dans le sens que c'est un contrat à durée indéterminée. Ça ne fait pas pour autant un travail décent. Je ne veux pas être accusée de libelle diffamatoire. Alors, je ne vise pas McDo en particulier, mais il y a ce qu'on appelle les McJobs. La qualité du travail qui est peut-être manquant pour certains emplois à temps plein permanent, mais au salaire minimum avec des très mauvaises conditions. Le travail atypique, j'y reviendrai pour vraiment conjuguer les différentes facettes du travail atypique et même chose pour l'insécurité d'emploi. Notez que je parle de deux formes d'insécurité d'emploi. L'insécurité du lien contractuel comme tel, soit le cas classique, c'est le travail temporaire, la personne qui a un contrat qui va finir, on ne peut pas être plus insécure que ça. Mais il y a aussi des employés syndiqués, permanents, qui ont très peur, et avec raison, de perdre leur emploi. Vous pouvez penser à la fonction publique fédérale dans le temps qui court, vous pouvez penser aux gens qui travaillent dans les abattoirs.
Alors, ce n'est pas parce que vous êtes syndiqué que vous êtes à l'abri de l'insécurité d'emploi. Mais la deuxième forme d'insécurité d'emploi, et j'ai un diapo qui viendra l'expliquer davantage, c'est pour les gens en santé publique, c'est important de comprendre, c'est ce que les Anglais appellent employment strain. Alors, ce n'est pas le stress au travail, le job strain de Karasek, c'est employment strain qui est l'effet sur la santé, qui vise à mesurer l'effet sur la santé, d'être toujours à la recherche d'un emploi. Alors, c'est d'autres choses et c'est Wayne Luchuk et son équipe en Ontario qui travaillent beaucoup là-dessus. Puis ça vaut la peine d'être conscient de leurs travaux. Au-delà de ces deux facettes, alors, ces trois facettes, on a aussi toute la question de l'économie formelle et informelle. Et on a tendance à confondre des fois, dire, ben, si on travaille en dessous de la table, ça veut dire que c'est précaire, ou si on a un travail déclaré, ça veut dire que c'est pas précaire. C'est une autre échelle. Et il faut juste être, en diagnostiquant une situation, il faut être conscient du fait qu'on peut être dans l'économie formelle ou informelle, et ça va ajouter à la précarité de la situation si on est dans l'économie informelle. Et finalement, la question de la migration. On a la migration interne. On vient de commencer un grand projet sur les travailleurs migrants, non seulement les travailleurs qui viennent de l'étranger et qui viennent travailler avec des visas de travail temporaire, mais aussi les migrants québécois. Si vous avez lu votre devoir ce matin et vous avez vu que certains travailleurs de la FTQ Construction sont allés en Alberta pour travailler, ce sont des travailleurs migrants aussi. Alors la question de se déplacer pour travailler fait partie de la réalité qu'il faut regarder lorsqu'on regarde la précarité et particulièrement la migration internationale a pour effet d'accroître la précarité des individus et la vulnérabilité des individus. Alors, toutes ces conditions-là peuvent faire partie de la réalité du travail précaire. Et ce qu'on voit, c'est que la personne la plus précaire serait sans doute une personne sans permis de travail, qui est au Québec, qui parle ni français ni anglais, qui travaille en dessous de la table pour une agence de travail temporaire. Là, on a à peu près 12 chapeaux de précarité. Alors, c'est vraiment un spectrum auquel il faut être conscient et tout le monde à l'intérieur de ces différentes catégories peut être exposé à des problèmes de précarité d'emploi ou de santé au travail associés à la précarité. Quelques mots sur ce que j'avais dit, promettre, le travail atypique. Il y a 3 formes d'atypie qu'on peut avoir. Je vais parler des 2 premières, les relations de travail atypiques et les temps de travail atypiques. Je ne parlerai pas de lieu de travail atypique, mais lorsqu'on parle de travail atypique, au niveau des lieux, c'est le travail à domicile principalement, le télétravail, ces choses-là. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, on regarde en particulier la relation triangulaire d'emploi. Et il y a une bonne partie des problèmes qu'on identifie découlent de ce caractère triangulaire. Alors, on a un donneur d'ouvrage ou l'entreprise cliente, d'une part. On a l'agence de placement temporaire, ou ça peut être une compagnie sous-traitante, pas nécessairement une agence, mais c'est 2 formes de relations triangulaires. Et on a ensuite le travailleur, qui peut être un salarié ou un travailleur autonome. Et le problème, et comme on va voir, c'est qu'on ne sait pas, lorsque légalement on a des lois qui disent l'employeur a des responsabilités à l'égard du travailleur, dans les relations triangulaires, c'est extrêmement difficile de voir qui a quelle responsabilité et comment on va l'inciter à protéger le travailleur et sa santé. L'autre aspect du travail atypique qui est pertinent pour aujourd'hui, c'est la question des heures de travail atypique. Le typique étant le 40 heures par semaine, 50 semaines par année, avec 2 semaines de vacances payées en vertu de la loi CNOM. Bon, les heures atypiques, on parle de temps partiel, on parle de variables, mais le travail temporaire, c'est aussi une forme de temps de travail atypique. On a à l'intérieur du travail temporaire des contrats à durée déterminée, le travail sur appel, le travail saisonnier et le placement temporaire via des agences. Et pour les personnes qui sont placées par les agences, ils peuvent aussi être placés d'une manière saisonnière, et ils travaillent nécessairement ou presque sur appel, à moins d'avoir un placement très long, et les contrats ne sont pas nécessairement des engagements à long terme. Galarno, pour Statistique Canada, a développé beaucoup les typologies du travail temporaire pour les épidémiologistes et les démographes dans la salle, et j'y reviendrai.
pour vous dire jusqu'à quel point ce n'est pas une situation marginale de faire affaire avec un intermédiaire, c'est une inspiration de Jean Bernier. J'ai testé la semaine dernière, lorsque je préparais la présentation, lorsqu'on va sur le site d'Emploi Québec. Et pour tout le Québec, le 26 septembre, il y avait 6053 emplois à faire et on peut cocher pour exclure les agences et les intermédiaires. On exclut 36% des opportunités. La même chose est vraie pour Montréal. Alors, ce n'est pas marginal. Hein? Au niveau statistique, des fois, on a l'impression qu'on ne parle pas de grand monde parce que c'est très difficile d'enquêter au niveau épidémiologique sur l'exposition sur la prévalence des gens qui travaillent pour les agences. Mais on peut vous dire qu'au niveau des offres d'emploi, il y en a beaucoup qui sont affichées. Alors, qui sont les travailleurs? Ce sont des données tirées d'Écotest, l'enquête québécoise sur les conditions de travail, d'emploi et de santé et sécurité au travail. Vous avez la référence à la fin de la présentation. Sur l'échelle du Québec, 11,5% des personnes qui travaillent en vertu de manière temporaire. Mais lorsqu'on regarde les sous-groupes, c'est le cas de 30% des jeunes entre 15 et 24 ans. C'est 13,7% des femmes comparé à 9,5% des hommes. Et là, les gens qui sont nés à l'étranger, d'une manière très disproportionnelle, travaillent de manière temporaire, et particulièrement les nouveaux arrivants. Et je vous dirai, à la lumière des statistiques ici, les arrivants depuis moins de 10 ans. Je n'ai pas mis toutes les croix qui vont avec les statistiques dans Écotest, mais pour le groupe de 5 ans et moins, il y a 2 croix à côté de ça. Il faut lire ça avec précaution. Mais on peut voir clairement que les gens qui sont ici depuis moins de 10 ans sont disproportionnellement présents dans le travail temporaire. Même chose pour les gens qui parlent ni anglais ni français. C'est le cas de 21%, presque 22% de ces personnes sont dans un contrat de travail temporaire. Qualitativement, on regarde la littérature québécoise. Jean Bernier, qui a écrit un article sur la question basé sur des recherches qualitatives, nous rappelle que c'est beaucoup le cas des jeunes. Ici, c'est la question précise, non pas du travail temporaire, mais du travail auprès des agences. Alors, qui travaille pour les agences? Les jeunes, d'une manière disproportionnelle, selon les études de Bernier et ses collègues, et selon Choudré et Henaway, qui ont travaillé avec le Centre des travailleurs immigrants de Montréal, c'est beaucoup les cas des travailleurs, soit les travailleurs sans papier, sans permis de travail du tout, ou les réfugiés en attente de statut, qui ont de la difficulté à se trouver des emplois parce que leur numéro d'assurance sociale indique qu'il y a quelque chose d'atypique par rapport à leur capacité de travail, et de manière plus générale, les nouveaux arrivants. Alors, au niveau des enjeux pour la santé et la sécurité du travail, je fais quelques diapos qui font un survol de la littérature nationale et internationale, surtout internationale. Il y a 2 objectifs. Un premier qui est de regarder les enjeux relatifs au risque pour la santé, mais aussi on va regarder l'effectivité du droit. Il n'y a pas beaucoup d'études sur l'effectivité du droit, mais essentiellement ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que nos lois du travail, santé, sécurité, indemnisation, fonctionnent correctement à l'égard de ces personnes-là, les salariés des sous-traitants et les travailleurs autonomes sous-traitants et les salariés et autonomes placés par les agences. Alors, Johnston et Quinlan, c'est une étude australienne, mais qui fait le tour de l'ensemble de la littérature en langue anglaise, et il conclut que les travailleurs d'agence sont davantage susceptibles de se blesser que les autres salariés effectuant un travail comparable. L'INRS en France, il y a une bonne étude, si vous êtes intéressé par la sous-traitance, par l'INRS. On dit que les accidents impliquant des sous-traitants provenant d'une entreprise de travail temporaire paraissent particulièrement graves et sont fréquemment mortels. Autre source de l'INRS, la présence des sous-traitants, et ça c'est important pour nos responsables en santé et sécurité, il ne faut jamais l'oublier, la présence de sous-traitants dans un endroit, un lieu de travail,
augmente aussi l'exposition au risque des salariés dits typiques, dans le sens que la désorganisation associée par le fait qu'il y a un mélange entre sous-traitants et salariés réguliers fait en sorte qu'il y a plus d'accidents, non seulement pour les sous-traitants, mais pour les permanents aussi. Et ça, c'est encore une fois l'INRS qui nous le dit. Il y a une étude, et c'est la seule étude qui est faite par l'équivalent de la CSST, et donc sur les données d'indemnisation, réclamation acceptée. C'est l'étude de Washington State, Smith Silverstein, c'est Barbara Silverstein qui est la Silverstein en question. Elle nous dit que les travailleurs, l'étude nous dit que les travailleurs d'agence dans cet État œuvrent dans les industries parmi les plus à risque, parce qu'on a tendance à penser aux Kelly Girls qui font un peu de dactylo pour arrondir les fins de mois. C'est le stéréotype des agences, mais aujourd'hui, c'est très clair dans la littérature que c'est le travail dangereux qui est donné à ces travailleurs-là. Construction, manufacture, transport, vous avez travail en entrepôt. Et on dit également qu'en comparant secteur par secteur, les travailleurs d'agence avec les permanents, le taux de réclamation pour les travailleurs d'agence est plus élevé. Alors, à l'intérieur un même secteur, si c'est un salarié d'agence, le taux va être plus élevé au niveau des réclamations acceptées. Même chose en Italie, à la fois au niveau de la gravité et la prévalence des accidents. Et on me dit en passant, parce que je sais que je passe vite, les diapos seront disponibles. Alors, si vous voulez les détails, vous allez pouvoir les avoir. Ici, ça, c'est un vieux diapo que j'utilise encore. Ça vient de l'IRSST, de Patrice Duguay et ses collègues. Ça porte sur 95 et 97, la raison pour laquelle c'est publié en 2003. Et c'est la dernière année où l'IRSST a pu faire des statistiques sur la prévalence des lésions professionnelles dans les bureaux de placement de personnel. J'avais présenté ce diapo dans un colloque organisé par l'industrie des agences et ça avait fait un froid dans la salle. C'était pas connu, paraît-il, par les gens qui y étaient. Et depuis, c'est très difficile d'avoir des statistiques, entre autres parce qu'il y a eu des interventions auprès de Statistique Canada pour changer la manière qu'ils recueillaient les statistiques sur les agences, parce qu'on trouvait que ce type de résultat, entre autres, était attribuable en partie aux difficultés du dénominateur pour les gens qui font des statistiques qui venaient de Statistique Canada. Mais ceci dit, à cette époque-là, et en disant les bémols apportés par l'industrie, le numéro 1, le palmarès de l'industrie la plus dangereuse au Québec, c'était le bureau de classement de personnel. Avec un taux de prévalence qui est une conjugaison de gravité et fréquence de 81,5. Deuxième, c'est la charpenterie, la construction, 49,3. Alors, c'est sûr qu'il y a des problèmes méthodologiques avec ce tableau, mais ceci dit, c'est quand même impressionnant que c'était le numéro 1 de toutes les industries. Aujourd'hui, on a d'autres choses. On peut regarder le taux de cotisation à la CSST. Le taux moyen au Québec, c'est 2,08 pour 100 $ de masse salariale. Pour les agences, dépendant de l'activité, au niveau de location de personnel d'entrepôt, par exemple, c'est 8,67. Pour les camionneurs, c'est 9,51. Et on peut aussi comparer, on sait que les camionneurs, ça ne se compare pas à la moyenne générale, mais même lorsqu'on compare aux camionneurs permanents, le taux est plus élevé lorsque c'est une agence. Et la CSST nous fournit aussi, lorsque vous allez sur leur site, un taux de dangerosité, parce qu'il y a une espèce d'horloge, puis ça peut être, est-ce que c'est risque moyen, élevé, extrême. Ce secteur-là de location de personnel, c'est à la frontière entre élevé et extrême. 14 décès dans les 10 dernières années. Et beaucoup, c'était des travailleurs migrants qui se faisaient déplacer, des accidents de voiture dans des conditions assez dangereuses de déplacement, mais ce n'était pas que ça non plus. Souvent des colonies. Il faut noter aussi que l'Access, qui est une entreprise parapluie qui a organisé le colloque dont je vous ai parlé, qui est très présente au niveau de l'industrie des agences, a gagné un prix d'innovation en prévention de la CSST. L'innovation étant d'envoyer, avec le chèque de paie, des informations sur la santé et sécurité du travail.
Alors, je trouvais que c'était important de le dire. On peut réfléchir collectivement sur l'efficacité de ce type de formation en protection, mais en tout cas, ils ont gagné un prix, puis le CSST l'a donné, c'était bon de le savoir. Revenons à Washington State pour une chose sur la pratique d'indemnisation. Là, on n'est pas en prévention, là, on est sur l'indemnisation comme telle, même article que tantôt. Ce qu'on sait, c'est que les salariés d'agence, il y a un délai plus long entre la réclamation et l'acceptation. Et ça, on sait que ça peut avoir un impact sur la possibilité d'être réadapté rapidement. Il y a des contestations de l'employeur presque 2 fois plus fréquentes. Et il y a des indemnités moindres. Et ça, au niveau de la prévention, c'est important de bien comprendre ça. Il y a des indemnités moindres, mais une durée plus longue d'absence. Et essentiellement, j'embarque pas dans le régime d'indemnisation aujourd'hui parce que je sais que la majorité des gens ne sont pas ici pour ça, mais essentiellement, les salariés d'agence, c'est du cheap labor qui fait en sorte qu'à Washington State, où on n'a même pas le plancher qu'on a au Québec, il y a une indemnité minimale au Québec, ça n'existe pas dans les autres provinces canadiennes ni aux États-Unis. Il y a des gens qui peuvent être indemnisés et recevoir 50 $ par semaine d'indemnité, mais pour très longtemps. Et le très longtemps implique que c'est grave. Mais on sous-indemnise, donc ils ne coûtent pas cher au système parce qu'on ne les paye pas beaucoup. Et on n'indemnise pas réellement pour leur perte de capacité de travail. En discussion, on peut y revenir si vous voulez. D'autres facteurs à considérer, ça vient de la France, mais au niveau de l'effectivité des lois de protection dans les industries dangereuses, ça c'est l'industrie nucléaire, c'est Annie Thébault-Monny qui avait écrit un livre là-dessus. En France, dans l'industrie nucléaire, les travailleurs doivent porter un dosomètre et lorsque leur niveau d'exposition atteint un certain niveau, ils sont retirés avec une indemnité importante. Je pense que c'est le plein de salaire, jusqu'à temps que leur niveau d'exposition baisse. Ce qu'elle démontre dans son livre, c'est que les gens qui sont envoyés, lorsqu'il y a un accident, pas Fukushima, là, mais un accident dans une entreprise nucléaire, on envoie les salariés d'agence, à l'époque on les envoyait, il y avait des très grosses doses très rapidement, et là on mettait fin au contrat. Il était sur appel, on appelait arrêté de les appeler. Alors, on n'avait pas besoin de payer le salaire pour la décontamination de l'individu, la protection légale qui avait été développée pour protéger la santé de ces travailleurs-là, et en même temps, les gens retournaient sur une liste de rappel en quelque part. Donc, l'exposition à la protection de leur santé, la loi en faisait échec complètement à ça. Autre exemple tiré d'une autre étude de Thébault-Monny, GISCOP 93, pour celles et ceux qui connaissent leur grand travail sur le cancer professionnel. Ils travaillent auprès des personnes qui ont le cancer pour tracer l'exposition rétrospectivement. Et au niveau de la sous-traitance, c'est presque impossible de savoir à quoi les gens ont été exposés. Que ce soit via des agences ou que ce soit des entreprises de sous-traitance, ils peuvent en avoir fait 500 entreprises, 500 placements. Essayer de trouver l'amiante dans l'histoire professionnelle de ces gens-là. J'ai participé dans une étude ontarienne financée par l'équivalent de la CSST, la branche recherche de la CSST, avec Ellen McEachen, qui était la chercheure principale, sur l'utilisation des travailleurs d'agence en Ontario, sur l'effectivité du droit. Et on a fait des entrevues à la fois avec les responsables de politique, avec les employeurs, donneurs d'ouvrages, les agences, les salariés d'agences et d'autres acteurs clés. Quelques messages tirés de ces études. Il y a 2 publications qui sont déjà sorties, si ça vous intéresse. Il arrive que les travailleurs croient qu'ils sont des travailleurs autonomes, même si légalement, ils sont des salariés. Alors ça arrive souvent pour les avocats, mais d'une manière structurelle, la situation avec les agences est propice à ce problème-là. Alors, qu'est-ce qui arrive si tu penses que tu n'es pas salarié? Tu ne les réclames pas si tu te laisses. Et on a des entrevues très détaillées là-dessus. On n'est pas couvert les mardis et mercredis parce que ces jours-là, on est des travailleurs autonomes. Légalement, c'est faux, mais s'ils croient que c'est vrai, c'est ça le problème. L'équipement protecteur exigé par la loi est souvent soit fourni par le salarié lui-même, soit pas fourni du tout. Les donneurs d'ouvrages font appel aux agences pour certains travaux dangereux. On a bien documenté ça en Ontario,
à la fois par les responsables de la mise en œuvre des lois, les inspecteurs du travail, mais aussi par les employeurs eux-mêmes. Il explique quand est-ce qu'ils vont choisir de faire venir quelqu'un de l'agence. C'est lorsqu'ils ne veulent pas laisser leurs salariés à eux. Et le système de financement du régime d'indemnisation encourage l'externalisation des risques. C'est différent de notre système, mais on a des caractéristiques similaires qui font en sorte qu'on peut tirer les mêmes conclusions ici. Lorsqu'on regarde au niveau du Québec, ça c'est tiré de la jurisprudence, un jugement de la fin août. C'est juste pour vous prouver que la réalité est similaire. C'est une question de financement. Et on a ici une entreprise, la CSST a essayé d'obtenir des cotisations de cette entreprise, une entreprise d'agence de placement pour les cuisiniers, serveurs, barman, etc. Et elle a dit, mais on signe des contrats avec tout notre monde, c'est des contrats de travailleurs autonomes, sont tous des personnes qui travaillent à leur compte, donc vous n'avez pas besoin de nous demander des cotisations. La CSST a dit, ah, mais ce sont des travailleurs autonomes assimilés aux travailleurs au sens de la loi. Et finalement, le juge a dit, c'est même pas ça, c'est des salariés carrément. C'est carrément des salariés. Mais tous ces gens-là, c'est sûr que s'ils ont signé un contrat, ils pensent qu'ils ne sont pas couverts par la loi. Alors, qu'ils le soient ou pas, on va collecter pour la CSST ce qui est excellent, il faut. Mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont savoir qu'ils ont des droits. Deux autres diapos tirés de... C'est Jill Hanley, qui est prof en travail social, qui a gentiment fourni ces exemples tirés du Centre des travailleuses et travailleurs immigrants ici à Montréal. Les réfugiés, les personnes en attente de statut ont le droit de travailler, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui veut les embaucher parce qu'ils ont un numéro particulier d'assurance sociale qui est louche pour les employeurs, paraît-il. Alors, il y a un travailleur dans cette situation qui a été placé par une agence sur la construction résidentielle, sans harnais, il travaillait sur le toit. Puis il s'en plaignait, pas parce qu'il savait qu'il devait avoir un harnais, mais parce que lorsqu'il est arrivé, tous les autres avaient des harnais, puis il n'y en avait pas. Puis il trouvait ça injuste. Ça, c'est à Montréal. Même chose, ça, spécifiquement, c'est tiré de la même source. Travailleurs pour étrangers temporaires, donc sur les permis de travail temporaire, le low skilled, les programmes low skilled, excusez pour l'anglicisme. Des gens qui travaillaient comme paysagistes sur le West Island, ils travaillaient jusqu'à la taille dans l'eau toute la journée, pendant des semaines et des semaines, sans aucun équipement protecteur, avaient des problèmes de dermatite, avaient des inconforts, on peut imaginer. Puis ils sont très vulnérables parce qu'ils peuvent perdre leur contrat s'ils se plaignent, puis s'ils se plaignent, ils sont déportés, s'ils n'ont pas de contrat. Recyclage. L'industrie de recyclage, on sait que c'est dangereux, le recyclage au Québec. Encore une fois, les travailleurs qui étaient des immigrants temporaires, qui n'avaient pas de gants, alors qu'ils faisaient le tri du vitre et du métal, ils pensaient, ils n'étaient pas sûrs. Certains avaient eu des vaccins pour le tétanus, d'autres pas, ils n'étaient pas sûrs. Ça, c'est l'année passée, à Montréal. Ça, je vous ai promis un diapo sur Wayne Luchuk parce que je pense que c'est important que les gens en santé publique en soient conscients de ses travaux. J'ai traduit à gauche ce qui est écrit à droite, et alors je vais lire ma traduction. Les relations de travail qui comportent une insécurité d'emploi, où les individus cherchent activement un nouvel emploi et où le support social est limité, sont associés aux résultats moins favorables au niveau des indicateurs de la santé. Alors, c'est une nouvelle frontière en précarité, où le problème, c'est pas juste la job que tu as, c'est le faire d'en chercher tout le temps. Et on a réussi avec des mécanismes et des questionnaires de mesurer les deux formes d'exposition accrue au risque pour la santé. C'est la synthèse. Et je vous en parle parce que c'est le modèle de Michael Quinlan en Australie qui fait la synthèse de tout ce que je viens de dire et probablement tout ce que je vais dire. Alors, je vais prendre quelques minutes pour expliquer ce modèle et ensuite, si vous êtes intéressé à en savoir plus long, on peut en parler plus. Quinlan, il regarde trois axes. Il dit il y a un problème d'effort, récompense, pression, effort, reward and balance and pressure, désorganisation et ineffectivité juridique. Au chapitre d'effort, récompense, pression, et ça c'est pour l'ensemble, pour expliquer les problèmes de santé reliés à la précarité au sens large. Puis c'est pas juste les agences, mais le travail précaire que je vous ai présenté au tout début. Les facteurs au niveau de effort, reward, imbalance ou effort, récompense, déséquilibre,
l'insécurité d'emploi, la rémunération est irrégulière, ce qui fait en sorte que les gens acceptent n'importe quoi et n'osent pas refuser une offre de contrat. Ça donne des heures de travail longues et irrégulières. Pensez aux camionneurs qui peuvent faire plusieurs quarts de travail en ligne, des fois pour plusieurs agences différentes, donc très difficile à réglementer. Plusieurs emplois, plusieurs employeurs, plusieurs occasions de mener un deuxième axe la désorganisation. Peu d'ancienneté et d'expérience. On sait très bien au Québec que nos jeunes travailleurs sont des nouveaux travailleurs souvent, puis lorsqu'ils arrivent dans un nouvel emploi, ils sont mal formés, pas habitués, ils se blessent, le taux d'accident est élevé chez les jeunes. Mais lorsque vous travaillez pour une agence, à chaque jour, c'est un nouvel emploi. Alors, ça, en soi, même si tout le monde a fait exactement ce qu'il fallait faire au niveau légal, vos chances d'avoir un accident sont accrues parce que vous n'avez pas d'expérience dans l'emploi où on vous envoie. Il y a des problèmes de formation et de supervision inadéquates, et ça ressort d'une manière très claire dans l'ensemble de la littérature. Problème de communication inefficace. On ne sait pas qui est responsable de quoi, qui est censé avoir fourni cet harnais à ce travailleur, mais il n'y a personne qui le dit. Pour les juridictions qui ont des évaluations de risque, disons que dans les secteurs 1 et 2, ici, au niveau des programmes de prévention et de santé, 1, 2 et 3, il y a des difficultés vraiment de faire l'évaluation des risques pour ces personnes-là qui ne sont pas tout le temps là. Et c'est très difficile de syndiquer les travailleurs précaires. Et finalement, au niveau de l'ineffectivité juridique, manque de connaissance des droits et obligations, ça on l'a vu, accès limité aux droits. Et ça, ce n'est pas nécessairement vrai au Québec. Les droits, il y a une égalité au niveau de la plupart des droits, mais dans d'autres provinces, il y a des gens qui sont carrément pas couverts. Les obligations légales sont très ambiguës et les violations sont difficiles au niveau des poursuites, puis l'inspectorat, c'est très difficile pour les inspecteurs. Alors, en synthèse, au niveau des enjeux, les droits et obligations des parties sont ambigus, on l'a vu, et même lorsqu'ils sont clairs, ça n'implique pas qu'ils vont être mis en œuvre. On se pose la question, est-ce que les travailleurs connaissent leurs droits? Est-ce qu'ils sont dans une position qui leur permet de les exercer? Les gens qui se plaignaient d'être en louche jusqu'à la taille, ils savaient que c'était louche, hein? Mais ils ne pouvaient pas se plaindre, ils avaient peur d'être déportés. Les employeurs connaissent-ils leurs obligations? Et existe-t-il des incitations à ne pas les assumer? Et finalement, les responsables de la mise en œuvre des politiques sont-ils dans une position affaiblie? Alors, je ne répondrai pas à tout ça dans les quelques minutes qui me restent, 15 minutes à peu près, mais je vais regarder nos lois. Je vais sauter les affaires qui sont destinées aux avocats, mais vous reconnaissez, vous me poserez les questions après s'il y a lieu. Ça, c'est pas au Québec, heureusement, c'est à Danemark, mais il ne faut pas faire ça. Hein? C'est au cas où vous posez les questions. Au niveau des difficultés d'application de la LSST, le grand problème, c'est de savoir qui est l'employeur qui est responsable de la protection du salarié. Et c'est une présentation de 20 minutes juste sur la réponse à cette question-là. Retenez que c'est très ambigu. C'est pas pour les fins de consommation aujourd'hui, c'est très ambigu. Et il y a des obligations prévues dans la loi. On va voir quelques illustrations. Vous allez voir comment c'est compliqué. On ne sait toujours pas au Québec, en 2013, si dans un cas donné, c'est possible d'avoir 2 employeurs responsables d'un même travailleur. On a des soupçons en 2012 avec la Cour d'appel que oui, mais on ne sait toujours pas. En Ontario, c'est clair depuis au moins 20 ans que les deux, l'agence et le donneur d'ouvrage, peuvent être poursuivis tous les deux pour le même accident, pour un même employeur. Au Québec, c'est toujours très ambigu. La vraie question, c'est que est-ce que les employeurs en mesure d'assurer la prévention sont ceux qui ont la responsabilité de le faire? Parce que pour la vaste majorité des réponses, c'est l'agence qui est légalement l'employeur. Ce n'est pas toujours le cas au Québec, mais presque. Mais ce n'est pas l'agence qui est dans l'usine. Et ce n'est pas l'agence qui voit les risques. Ce n'est pas l'agence qui voit comment le travail le travailleur. Et existe-t-il des protections adéquates pour les travailleurs autonomes? Aujourd'hui, je ne m'attarde pas là-dessus, mais en sous-traitance, c'est important. Et on est très en arrière au Québec là-dessus. Si vous voulez en parler dans la période de questions,
En Ontario, un travailleur comprend un travailleur autonome au sens de la loi, pour la loi sur la santé et sécurité du travail. Il doit avoir des comités de santé et sécurité, même si vous avez juste des autonomes à votre emploi. Ce n'est pas du tout le cas au Québec et les protections sont défaillantes. D'où l'intérêt peut-être de sous-traiter à quelqu'un qui n'est pas visé par la loi du tout dans certains cas. Alors, juste pour illustrer les mécanismes de la confusion. Alors, le devoir général de prévention au Québec, on sait que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Quel employeur, quel travailleur? C'est ça la grande question. Il y a une dizaine de sous-paragraphes, juste pour vous illustrer deux. L'employeur doit s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur. Est-ce que l'agence, si c'est l'agence qui est l'employeur, est-ce qu'elle peut respecter 141.1? Manifestement non, elle n'a pas autorité sur le lieu. On vient de régler ça en 2012 avec l'affaire Sobeys, parce que Sobeys plaidait, même si les gens qui étaient dans le frigidaire chez nous, c'était pas mes travailleurs, j'ai pas de devoir à leur égard. C'est allé jusqu'à la Cour suprême qui a refusé d'entendre la cause. Aujourd'hui, j'ai un diapo, je vais vous dire ce que Sobeys dit, mais pour vous dire qu'on est un peu en retard sur la question de savoir si le devoir général de prévention est efficace à l'égard des contextes triangulaires. Même chose, l'organisation du travail, là c'est les deux. L'agence a un rôle important à jouer dans l'organisation du travail, dans la formation aussi, mais le donneur d'ouvrage aussi. Alors, est-ce que notre loi est assez souple et est-ce que les tribunaux l'interprètent d'une manière assez souple pour l'appliquer? Ici, et là, c'est pour lancer le débat de tout à l'heure. Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui sont responsables de programmes de santé et programmes de prévention dans les milieux secteurs prioritaires. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait des prises de sang pour la présence du plomb, par exemple? Est-ce que les salariés d'agence, les salariés de sous-traitants sont sur la liste pour la prise de sang? C'est vraiment, ça vise ça ici. Et légalement, moi, je n'ai pas de réponse, mais vous, je suis sûre que vous avez des réponses là-dessus, je l'espère. Ça, c'est la citation de Sobeys, l'arrêt dont je viens de vous parler. C'était des Sobeys, tout le monde connaît Sobeys, et il y avait un frigidaire dans le local de Sobeys, et il y avait un problème avec le frigidaire qui créait des risques pour les salariés d'agence qui y travaillaient. Et Sobeys est allé jusqu'à la Cour suprême pour dire qu'il n'y avait pas de devoir à l'égard des travailleurs qui n'étaient pas les siens. Et là, vous avez la citation, la réponse est oui, vous avez un devoir. Mais ce qui est inquiétant, c'est la Cour d'appel nous dit, dans aucune des décisions soumises par les parties, la situation dangereuse n'a été laissée sans responsable. Alors, ça suggère qu'on va toujours trouver un coupable, mais le problème, c'est que des fois, il y en a deux. Alors, et on ne sait toujours pas comment ça marche, et l'amende, en conséquence, c'est 500 $. Et là, attachez-vous au TUC, si vous ne l'avez pas déjà vu, nos amendes sont basses au Québec au niveau de la loi sur la santé et sécurité du travail, mais pas mal basses. Hein? Le maximum pour le non-respect d'un avis d'inspecteur pour une première infraction pour une compagnie, c'est 3 000 $. Les amendes viennent tripler et le Conseil du patronat dénonce d'une manière terrible comment c'était douloureux de tripler ça. Le triplé, c'est le 3 000 $. Avant, c'était 1 000. Alors, on est rendu à 3 000. Mais lorsque vous regardez dans les autres provinces et au fédéral, c'est, disons, plus élevé. Message ici, si vous voulez inciter économiquement à la prévention, ce n'est pas la loi sur la santé et la sécurité du travail qui est votre outil principal. L'outil principal économique pour inciter à la prévention au Québec, c'est le financement de l'indemnisation. Alors ça, c'est bien important parce que si nos mécanismes d'imputation des coûts marchent mal, là, il n'y a aucune incitation économique, ce que les Anglais, depuis que je suis à Ottawa, on m'en parle du business case tout le temps. Avant, je pensais que c'était une forme de valise, là, mais le business case, en santé au travail, on est obligé de le faire tout le temps. Démontrer en quoi c'est rentable pour un employeur de faire de la prévention. Bien, ce n'est pas à cause des amendes qui doit s'énerver. Au niveau maintenant de l'indemnisation, quelques diapos. Et je ne parlerai pas de tout ça, mais dans le texte L'Ipel et la Flamme qui est publié, on a ces 100 pages de détails sur les problèmes juridiques qu'on a dans nos deux lois, LATMP et LSST. Je vous l'enverrai ou les organisateurs pourraient le faire si vous en avez besoin. Je vais vous donner, à gauche, vous avez la liste de chapitres de problèmes pour les salariés d'agence.
Et il y a, à droite, j'ai un point à faire. Mais à gauche, je vais juste vous parler des frais de transport, qui est vraiment marginal, mais ça illustre bien le cas. C'est une entrevue que j'avais faite dans une autre étude au début des années 2000 sur le travail précaire. Et c'était un camionneur qui avait eu un accident à Sept-Îles. Il s'était blessé au genou. Il vivait à Trois-Rivières. Il était salarié d'agence. Le camion appartenait au donneur d'ouvrage. Le propriétaire du camion est allé chercher son camion à Sept-Îles, mais il a laissé le travailleur là parce qu'il a dit le déplacement du travailleur, c'est à l'agence d'assumer ça. Le gars était au CLSC. Finalement, au bout des longues heures, c'est sa femme qui est allée le chercher après son char. Il est allé de Trois-Rivières chercher la personne et la ramener. Et c'est depuis 1913 qu'il y a un règlement au Québec à l'effet que l'employeur assure les frais de transport du travailleur accidenté. Alors, ça illustre comment notre protection légale peut devenir inefficace à l'égard de ces salariés-là. J'en dis pas plus long. L'autre exemple, je vous ai parlé de mon fameux colloque qui a été organisé, entre autres, par Access en 2007. Il y avait un avocat pour l'industrie qui a présenté en même temps que moi. Au Québec, contrairement à l'Ontario, c'est clair que l'agence est toujours l'employeur pour les fins d'indemnisation. Au Québec, c'est habituellement l'agence qui doit payer les cotisations, mais pas toujours. Il y a des exceptions. L'avocat, qui était un gars comme moi, sauf que c'était un gars, puis il était spécialisé en financement, donc un avocat, disait s'il y a des donneurs d'ouvrage dans la salle, faites très attention de ne pas intervenir auprès des salariés d'agence parce que ça va servir contre vous pour prouver que vous êtes l'employeur. Alors, invitez pas ce monde-là au party de Noël. C'était son exemple. Alors, au niveau de harcèlement psychologique, on peut se poser des questions. Mais c'est surtout ce qui n'était pas dit aussi explicitement, mais ce que moi j'aurais retenu, c'est que j'étais un donneur d'ouvrage. Mais si le gars travaille mal, il ne va pas y dire de bien travailler. Parce que si tu fais ça, quelqu'un va dire que c'est toi qui as l'autorité sur l'individu. Alors, légalement, il y a des règles pour éviter la grosse facture d'indemnisation. On encourage les donneurs d'ouvrage à fermer les yeux, ne pas intervenir auprès de ces salariés-là. Et c'est ça peut-être le plus grand problème qu'on peut avoir avec la situation juridique au Québec actuellement. Je vous saute, ça c'est l'article québécoise, et je vous saute aussi l'imputation des coûts, c'est pour les avocats. Mais ce que je peux vous dire, peut-être au niveau de l'imputation des coûts, ce qui arrive, c'est que, et c'est très compliqué, mais on peut faire des transferts de coûts si c'est la faute d'un salarié, du donneur d'ouvrage, qu'un travailleur d'agence se blesse. L'employeur, agence, demande de transférer le coût au fonds général. Alors, si ça ne vous dit rien, inquiétez-vous pas. Si ça vous dit quelque chose, on peut en parler plus longuement. Mais c'est une manière d'externaliser les coûts et pour l'agence et pour le donneur d'ouvrage. Donc, ça devient très payant pour des entreprises de faire recours aux agences pour le travail dangereux. C'est ça le mécanisme. Bon, alors là, sinon, qu'est-ce qu'on a ici? Difficulté d'application. La dernière chose, et j'ai fait un peu ce point tout à l'heure, si vous êtes salarié au salaire minimum pour une agence, au Québec, vous avez la chance, peu importe le nombre d'heures que vous travaillez, d'avoir un minimum d'indemnisation équivalent à 40 heures par semaine, comme si vous travailliez à temps plein au salaire minimum. Donc, on a une meilleure protection que le reste de l'Amérique du Nord sur le coût d'indemnisation des individus. Par contre, si vous êtes infirmière pour une agence, vous ne travaillez pas au salaire minimum, mais vous allez avoir la même chose, le salaire minimum, 40 heures par semaine si vous vous blessez. Alors, il y a encore une sous-indemnisation des salariés d'agence. C'est compliqué, alors je ne m'attarde pas là-dessus, mais c'est important pour les gens qui sont des décideurs. Alors, quelques pistes de solutions, et ici aussi, j'ai beaucoup de textes parce que je voulais pour la postérité avoir les textes exacts, mais il y a de l'action dans les autres provinces, il y a des actions aux États-Unis et en France, et je vais partager avec vous un peu. Alors, en Ontario, en 2010, il y avait le rapport Dean qui a été rendu, qui nous dit, qui recommande au ministère du Travail que les agences, les salariés d'agences sont des salariés vulnérables et il faut faire un travail accru pour les protéger.
Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Il y a eu une loi modifiée par la suite à cette recommandation. C'était le jour même, je pense, ou certainement le même mois qu'on a eu le rapport Camilleri, pour ceux qui se rappellent de ça. Alors, la loi est changée depuis 2011 en Ontario. On a aussi la Commission du droit de l'Ontario qui, en avril 2013, et là j'ai le texte exact en français, lisez-les pas, c'est pénible à lire, mais il y a une série de recommandations là-dedans, notamment au niveau de la vulnérabilité de ces gens et de l'importance de faire des inspections blitz par l'équivalent de la CSST chez les donneurs d'ouvrages qui embauchent ou qui utilisent beaucoup de salariés d'agence. Ou aussi au niveau agricole, pour les travailleurs agricoles temporaires, c'était dans les priorités en Ontario. Ça, c'est OK. Et ici aussi, prioriser au niveau de la formation dans la langue des salariés, parce que c'est très important qu'il y ait un nombre disproportionné de gens qui ne parlent pas français et anglais en Ontario, puis statistiquement au Québec aussi. Puis la Commission des droits de l'Ontario recommande une formation dans une langue accessible à ces gens-là et cibler les secteurs particuliers. Et ici, au niveau de l'indemnisation, et ce serait pertinent pour nous, en faisant les adaptations nécessaires, de regarder s'il y a des incitations à sous-traiter le travail à risque dans le système de financement du régime de la CSST. Eux, ils parlent du régime du WSIB. Ça ne serait pas tout à fait les mêmes mécanismes, mais je fais mien un peu cette recommandation, d'ailleurs, qui était basée sur notre rapport au niveau des effets pervers du système de financement. Quelques mots à OSHA, aux États-Unis. On vient de partir une initiative en 2013 pour s'assurer des blitz pour les inspecteurs, pour les travailleurs temporaires, et aussi d'assurer la formation dans la langue des travailleurs. C'est une priorité pour OSHA aux États-Unis. En Ontario, je vous ai dit au tout début, les travailleurs autonomes sont visés par la loi sur la santé et sécurité du travail. Ici, c'est l'article de loi qui le démontre. Alors, lisez-le pas si vous n'êtes pas avocat. Et finalement, en France, pour les travailleurs temporaires, d'agences en particulier, mais CDD, on a une liste de 27 produits avec lesquels ces gens-là ne devraient pas être obligés de travailler. On pourrait, au Québec, réfléchir sur la pertinence de cibler, de restreindre l'accès à certains types de travail pour les travailleurs les plus vulnérables, les contrats à durée déterminée. Au niveau des pistes de solutions pour le Québec, et j'en ai pas beaucoup là-dessus, il y a la responsabilité conjointe. Moi, je pense qu'il faut regarder, vérifier que les donneurs d'ouvrages, les sous-traitants devraient être conjointement responsables des obligations prévues à la LSST et la LATMP. Évidemment, étant donné que c'est la LATMP qui a les grosses dents, si vous voulez, au niveau de l'incitation, il faut regarder de près qui est en train de payer ces factures et si on n'est pas en train de rentrer le coût de la main-d'œuvre, le coût de la maladie dans la facture donnée par les agences, tout simplement. C'est une manière de commodifier, si vous voulez, la santé des travailleurs. On peut encadrer comme en France et on devrait regarder le régime de financement. Alors, je conclue avec ceci. Lorsque je l'ai préparé, j'avais reçu un courriel de ce groupe. Vous avez le lien en haut. Il y a un syndicat international qui organise le 7 octobre la première journée mondiale pour s'opposer au travail précaire. Si le sujet vous intéresse, peut-être, ce serait intéressant de regarder les syndicats internationaux, ce qu'ils sont en train de faire. Le reste de la présentation, je vais passer très, très vite juste pour vous prouver que vous avez des références à plus finir. Et pour conclure avec des remerciements au niveau des différentes sources de financement qui ont mené à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors, merci beaucoup.